Aujourd'hui, nous allons parler des traumas et de leur impact sur notre santé mentale et notre fonctionnement psychologique. Mais il est intéressant de noter que cette question des traumas n'a pas été abordée pendant de nombreuses années, en particulier en France. Puis, soudain, au cours des dernières années, le trauma est devenu le paradigme majeur dans notre domaine, ce qui est problématique en soi. Comment ce champ du trauma a-t-il vu le jour? C'est une question de... Tout relève de la politique, de notre système politique et de ce qui se passe dans le monde. C'est aux États-Unis que cela a d'abord commencé. Les États-Unis disposent d'une armée très importante. Cette armée intervient à l'étranger et beaucoup de soldats reviennent ensuite au pays. Ils reviennent blessés. Il est intéressant de noter que les organisations qui ont évoqué la question du trauma sont apparues aux États-Unis après la guerre du Vietnam. Ce fut le cas en France bien avant cela. En France, il existait déjà une littérature très riche après la guerre franco-prussienne de 1870, ainsi que de nombreuses descriptions de ce qu'on appelait le shell shock ou obusite pendant la Première Guerre mondiale. Ce sont les guerres qui révèlent soudainement à quel point les gens sont profondément touchés. Mais progressivement, nous en sommes venus à réaliser que pour chaque soldat blessé à la guerre, il y a plus de 30 enfants qui subissent des violences à la maison, des mains de leurs propres parents. D'où la complexité de la question du trauma. Lorsque nous avons commencé à établir un diagnostic en 1980, un diagnostic de troubles de stress post-traumatique, TSPT, nous avons dû faire preuve d'une grande prudence. Nous avons constaté alors qu'il s'agissait là du résultat d'un événement extraordinaire situé en dehors du champ habituel de l'expérience humaine. Cela illustre à quel point notre compréhension était limitée, car depuis lors, nous avons appris à quel point le trauma est profondément omniprésent dans la vie des individus et quels effets à long terme il exerce sur un très très grand nombre de personnes. Dans notre définition initiale du TSPT, nous parlions d'un événement exceptionnel et nous l'avons conceptualisé comme un trouble de la mémoire, dans lequel le souvenir du passé devient envahissant. C'est une question complexe. Oui, le trauma est en partie lié à la mémoire, mais plus encore, il modifie la perception qu'un individu a de la réalité actuelle. Il modifie sa manière de percevoir et de hiérarchiser ce qui est important ou ne l'est pas. Il modifie le rapport à son propre corps. Il s'agit vraiment de ce qui se vit à l'intérieur. Le trauma était à l'extérieur, mais désormais il vit à l'intérieur de soi. On ressent de la peur, de la colère, de l'effroi et sans plus aucun contrôle. Dans l'instant, ces réactions ne paraissent pas comme étant directement liées à ce qui est arrivé dans le passé, mais à ce qu'on vit dans le moment présent. Vos enfants font du bruit, vous vous mettez à les frapper. Un comportement de votre partenaire peut brusquement déclencher une colère violente ou, à l'inverse, un détachement total. Le trauma se revit dans le présent, car certains stimuli amènent le corps à vivre automatiquement le présent, comme si vous étiez revenu dans votre trauma. La plupart des gens qui s'en prennent à leurs conjoints ou à leurs enfants ne disent pas « Oh, tu me rappelles mon père qui était alcoolique » ou encore « Tu me rappelles l'accident que j'ai eu ». J'ai l'impression que c'est en train de se produire en ce moment même. Ce n'est qu'en thérapie que l'on comprend et que l'on accepte qu'il s'agit d'une ancienne réaction liée à des événements anciens. L'autre élément important est que nous avons défini le TSPT en 1980. Il y a donc pas si longtemps que cela. Il y a quelque chose dans notre culture, en particulier aux États-Unis, je pense, qui fait que les gens aiment affirmer avoir trouvé le meilleur traitement, le traitement de référence. Cela me laisse très sceptique. Je me suis probablement penché sur plus de méthodes de traitement du trauma que n'importe qui d'autre. Des personnes différentes ont besoin de traitements différents à des moments différents et aucun traitement n'est parfait. C'est important de garder cela à l'esprit.
Par exemple, je suis très enthousiasmé par le télescope Webb. À mon avis, ce télescope constitue l'une des plus grandes réalisations de l'humanité. Il y a 30 ans, nous pouvions voir de minuscules points de l'univers. Aujourd'hui, nous parvenons à voir une gigantesque nébuleuse à l'intérieur même de l'un de ces petits points et nous voyons les choses différemment. Aujourd'hui, nous savons certaines choses et dans 10 ans, nous en saurons davantage et différemment. Peut-être même que tout cela sera oublié. C'est un phénomène culturel continu. Nous savons également qu'un trauma en entraîne un autre. Les gens aiment penser le trauma comme « Ah, c'est cet événement, ce viol, cet accident de voiture qui vous a vraiment fait basculer. » Mais en réalité, nous avons découvert très tôt qu'un trauma en entraîne un autre. Lorsque nous avons défini pour la première fois le TSPT chez les soldats partis au combat, nous avons constaté que beaucoup d'entre eux avaient fui des conditions familiales très difficiles. Puis, ils sont partis à la guerre et ils se sont sentis beaucoup plus forts. Dans l'armée, ils portaient un uniforme, il y avait une structure et du prestige. Ils avaient un travail et réussissaient. Mais si leur meilleur ami était tué dans une explosion, si un événement très personnel leur arrivait, le trauma refaisait surface et ils perdaient le contrôle. Une chose en entraîne une autre. Si quelqu'un subit beaucoup de traumas dans le passé, cela rend la vie beaucoup plus difficile. L'autre élément qui ne fait pas encore partie de la culture américaine, mais qui le deviendra, j'en suis sûr, c'est que la plupart des traumas trouvent leur origine dans l'enfance. La forme de trauma la plus répandue est celle qui survient tôt dans la vie, lorsque les personnes qui vous sont les plus proches vous battent, vous agressent sexuellement, vous humilient, vous rabaissent. Parce qu'au début de la vie, le cerveau, qui est très ouvert et malléable, intègre les expériences abusives de manière très profonde. Nous y reviendrons. Nous ne sommes qu'au début. J'aimerais vous montrer un extrait vidéo qui illustre ce à quoi ressemble un trauma. Il met tout simplement en scène un soldat britannique, de retour chez lui après la guerre au Kosovo, et qui fait ses courses avec sa grand-mère au supermarché. Une situation tout à fait ordinaire. You find the ingredients of a fruitcake. Concentrons-nous d'abord sur la grand-mère. Regardez sa façon de marcher. Elle a un objectif en tête et elle est très concentrée sur ce qu'elle fait, ce qui se manifeste dans la façon dont son corps se meut. You find the ingredients of a fruitcake. La voilà qui part comme une flèche. Comme toute personne qui n'est pas traumatisée. Quand on n'est pas traumatisé, on est capable de se concentrer sur ce qu'il faut faire. On se concentre sur son objectif. On ne se laisse pas distraire par quoi que ce soit et le corps agit de manière très déterminée. Ce n'est pas le cas pour son petit-fils, soldat traumatisé. Ça, c'est le petit-fils, il est voûté. La première chose qui m'a frappé lorsque j'ai commencé à travailler avec des vétérans traumatisés, c'est que leur corps ne bougeait pas de manière intentionnelle et qu'ils semblaient perdus. Comme vous allez le constater, j'aime beaucoup revenir à l'histoire de la psychiatrie. Et cela me rappelle ce qu'a dit Ivan Pavlov.
Ivan Pavlov a remporté le prix Nobel en 1904 pour une étude remarquable, qui est au cœur de ce qu'est le trauma, à savoir la réponse émotionnelle conditionnée. Comme vous le savez, Pavlov a découvert qu'en présentant de la nourriture à des chiens et en sonnant une cloche en même temps, il pouvait déclencher une réaction émotionnelle conditionnée. Au bout d'un certain temps, lorsque la cloche sonne, mais qu'il ne leur donne pas à manger, les chiens continuent à se comporter comme si on leur présentait de la nourriture et sécrètent les hormones nécessaires à la digestion, même en l'absence de nourriture. C'est exactement ce qui se passe chez les personnes traumatisées. Le danger a en fait objectivement disparu, mais un certain son, une certaine odeur, une certaine sensation corporelle le font ressurgir. Et ces personnes se comportent à nouveau comme si le trauma était en train de se produire. Cette étude, bien connue de tous, fut la première de Pavlov. Il y avait cependant un autre élément important. En 1924, après la révolution bolchevique, la ville de Saint-Pétersbourg est touchée par une inondation. Le laboratoire de Pavlov se trouve au bord de la Neva, et l'eau glacée de ce fleuve pénètre dans le laboratoire, où les chiens s'y trouvent bloqués, immergés jusqu'au poitrail pendant un certain temps. Les secours arrivent et se démènent pour pomper et évacuer l'eau. Au final, aucun des chiens n'est mort. Mais lorsqu'on ouvre les cages, ils ont complètement changé. Ils se couchaient au lieu de bouger, mordaient les gens au lieu de se laisser manipuler. Ces chiens sont manifestement perturbés. Un scientifique moins compétent aurait dit « Oh, mes chiens ne me servent plus à rien. Allons en chercher de nouveaux pour mon laboratoire. » Pavlov, en vrai scientifique, s'exclame « Je me demande ce qui est arrivé à mes chiens. » Il a donc étudié ce qui était arrivé à ces chiens pour qu'ils se comportent de manière si étrange. Il en est arrivé à la conclusion que lorsqu'un animal, un être humain ou un mammifère est exposé à un danger, il déclenche normalement une réaction de combat ou de fuite. Si quelque chose de terrifiant nous arrive, on veut s'enfuir ou on veut se battre. Et si nous ne pouvons pas le faire, nous sommes paralysés et nous nous figeons. Et voici ce que déclare Pavlov à ce stade. Mes chiens étaient censés fuir et combattre, mais comme ils étaient en cage lorsque l'eau froide est arrivée, ils n'ont pas pu bouger. Et comme ils étaient physiquement incapables de le faire, ils sont restés bloqués et quelque chose s'est produit dans leur cerveau qui les a poussés à continuer de réagir comme si le trauma était toujours en train de se produire. Nous verrons d'autres preuves démontrant qu'il avait tout à fait raison de tirer cette conclusion. Pavlov affirme que l'immobilisation physique est à l'origine du trauma. De fait, lorsque le corps ne peut rien faire et que l'on se trouve dans un état d'immobilisation physique, une modification s'opère au niveau du cerveau. Par la suite, je parlerai davantage de ces changements dans le cerveau. Revenons donc à cet homme qui se rend au supermarché avec une allure contractée et comme figé. You find the ingredients of a fruitcake. We could just buy one. I'm gonna make you one. Boris, I would afford anything else. I want to get back. I can't afford anything else. I haven't got 15 quid in me pockets. Look, hang on a minute, let go. How much is this? Tout à coup, son attention est attirée par une mère qui se dispute avec son enfant de 6 ans, ou à peu près de cet âge. Nous avons tous été témoins de ce genre de situation. Pour la plupart d'entre nous, lorsque nous voyons une scène comme celle-ci se produire, nous nous disons « ils vont trouver un arrangement ». Nous n'intervenons pas. Ceci dit, certaines personnes le font. Certaines personnes sont programmées pour intervenir dans ce genre de situation, tandis que d'autres se disent « ils vont trouver un arrangement ». Quelque chose fait que leur esprit et leur cerveau se sentent comme attirés. Quelque chose que ces personnes contrôlent à peine. En fait, quelques-unes des plus vieilles questions auxquelles la psychiatrie s'efforce de répondre sont « qu'est-ce qui fait réagir les gens ? Qu'est-ce qui attire leur attention ? À quoi ne prêtent-ils pas attention ?» Nous constatons que lorsque les gens sont traumatisés, leur système de filtrage de ce qui est pertinent ou non est modifié.
des données complètement dérisoires pour les autres deviennent incroyablement importantes pour eux. Et certaines activités désirables pour les autres, comme le fait d'aller dans un bar où les gens boivent et font du bruit, suscitent pour la plupart d'entre nous la pensée suivante: « Je ne vais pas y aller parce qu'une bagarre pourrait éclater. » Mais lorsqu'on est traumatisé, on a parfois été exposé à tant de scènes violentes qu'on a appris à ne plus rien ressentir. On ne repère donc plus les signes de danger. C'est toute la perception du danger qui est altérée. Ici, pour une raison ou une autre, le gars y va et cette dispute l'active et le pousse à réagir.